Le 3 décembre 1942, tôt le matin, un avion de reconnaissance revenant de la base de Henderson Field rapporta une série de photographies qui, au premier regard, semblèrent d'un banal confondant. Quelques palmiers ondulants dans le vent tropical. Mais en y regardant de plus près, les analystes alliés remarquèrent quelque chose d'anormal. Les ombres ne correspondaient pas aux arbres, les angles semblaient artificiels. En agrandissant les clichés, la vérité apparut clairement. Sous un enchevêtrement ingénieusement tissé de feuillage, de câbles d'acier et de filets de camouflage, se dissimulait une structure gigantesque, longue de presque 2 km, déjà achevée à près de 90%. Ce n'était pas une route, ni un simple chantier. C'était une piste d'aviation secrète. Si les soupçons se confirmaient, la vie des 58 000 soldats américains présents à Guadalcanal se trouvait menacée à très court terme. Le génie japonais au travail nocturne. Les unités de construction impériales, débarquées discrètement à Munda Point à la fin de novembre, comptaient parmi les meilleures au monde dans leur domaine. Leur méthode était d'une inventivité redoutable. Elles travaillaient uniquement la nuit. Chaque soirée, les hommes grimpaient aux cocotiers, fixèrent des câbles entre les cimes, puis sciaient les troncs à leur base. Les arbres restaient suspendus en hauteur comme un rideau végétal, tandis que bulldozers et pelles mécaniques transformaient le sol corallien en futures pistes. Au lever du jour, on rabaissait délicatement le plafond de palmes et de branchages. Vu du ciel, tout paraissait intact. Les ouvriers autochtones, contraints à participer, parsemèrent de nouvelles feuilles et de la terre fraîche pour effacer toute trace d'activité. Ainsi, des pilotes américains survolèrent la zone jour après jour sans rien remarquer. Pendant une semaine entière, les bombardiers, les appareils de reconnaissance et même les observateurs expérimentés ne virent qu'une jungle apparemment vierge. L'alerte du 3 décembre. Quand le rapport de reconnaissance alerta enfin le commandement, l'amiral William F. Halsey, appelé ici Boulali dans les rapports de campagne, comprit immédiatement l'enjeu. Depuis cette piste, les chasseurs japonais pourraient escorter les redoutés convois nocturnes du Tokyo Express et même menacer directement la base d'Henderson Field. Guadalcanal serait alors sous feu permanent. Dès le lendemain, le 4 décembre, 9 bombardiers B-17 décollèrent à l'aube, chacun chargé de bombes de 227 kg. Le lieutenant James McCoy visa au travers de son viseur Norton, donna l'ordre, et 36 bombes se mirent à tomber du ciel. Les impacts soulevèrent poussière, flammes et tôles arrachées. Le pilote transmit alors par radio « Cible touchée en plein. Piste hors d'usage ». Mais la réalité était tout autre. Dès le surlendemain, les photographies aériennes révélèrent un spectacle inquiétant. La piste avait déjà été réparée, les parties métalliques remplacées à la hâte, et des chasseurs japonais y stationnaient de nouveau. Une bataille d'usure. À partir du 9 décembre, les attaques américaines redoublèrent de violence. Cette fois, Marines et aviateurs de la Navy larguèrent des bombes de près d'1 tonne sur le terrain. 40 impacts directs furent comptabilisés sur la seule piste principale. Un entrepôt de carburant camouflé explosa dans une boule de feu de plus de 100 mètres de haut. Et pourtant, à chaque nouvelle mission de reconnaissance, le même constat. La piste respirait encore. Les ingénieurs japonais, aidés de milliers de travailleurs, dont de nombreux Coréens enrôlés de force, disposèrent de stocks de corail concassés et de plaques d'acier réparties dans la jungle. Résultat, une piste bombardée le jour pouvait être de nouveau opérationnelle 4 heures plus tard. La veille de Noël, les raids alliés détruisirent une vingtaine d'appareils ennemis au sol. Les pistes semblaient ravagées. Mais dès le 25 décembre au matin, 6 chasseurs zéro décollaient depuis Munda et bombardaient Guadalcanal. L'impasse devenait flagrante. En un mois, entre 150 et 200 tonnes de bombes avaient été déversées. En vain. La conclusion des stratèges. Le 30 décembre, un rapport naval résuma l'échec en termes glaciaux. Malgré 40 tonnes de bombes en une seule journée, la base fonctionnait comme si de rien n'était. Les bombardements aériens étaient inefficaces. Alors l'idée prit corps. Si l'aviation ne pouvait briser Munda, peut-être les canons de la flotte le pourraient-ils. Un raid nocturne, s'appuyant sur la puissance de feu des croiseurs américains, pouvait réduire la piste en cendres, à condition de pénétrer de nuit à près de 200 milles dans les eaux sous contrôle japonais, puis d'en ressortir avant l'aube, sous peine de subir la vengeance de l'aviation ennemie. Ainsi naquit le plan audacieux de la première grande opération combinée navale,
aérienne et sous-marine contre Munda, début janvier 1943. Deuxième partie. Le raid naval de janvier, approche, tir, illusion et riposte. Dans la soirée du 4 janvier, au sud-ouest des îles Russell, la force de bombardement se sépara de l'escorte lointaine et mit le cap au nord-ouest vers les eaux tenues par l'ennemi. 5 bâtiments progressaient en ligne. Le croiseur Nashville en tête, suivi de Saint-Louis et Helena, avec les destroyers Fletcher et O'Bannon fermant la marche. La vitesse fut poussée à 26 nœuds pour couvrir les 200 milles qui les séparèrent de Munda. La nuit était noire comme de l'encre. Le plafond nuageux masquait même la lueur des étoiles. Des averses passagères balayant le pont, réduisant la visibilité à presque rien. Conditions parfaites pour approcher discrètement ou se briser net sur un récif. Sur la passerelle du Nashville, le commandant Spanagel gardait les yeux rivés au radar SG. Sur l'écran, les échos verdâtres dessinaient, comme des spectres, les reliefs des îlots et les barrières de corail. Sans ce radar, la mission aurait été impensable. Les sonars crépitaient à intervalles réguliers, et le navigateur vérifiait sans cesse sa route en comparant le tracé des retours avec les cartes. Vers 23 heures, chaque croiseur catapulta un hydravion d'observation. Une manœuvre brève, risquée, il fallait quelques secondes de lumière pour l'envol, autant d'instants qui pouvaient attirer un regard ennemi. Les équipages avaient des fusées éclairantes en ultime recours, mais la consigne restait inchangée. Silence radio, obscurité totale. Un peu plus tard, les PBY Black Cat, ces longues silhouettes noires équipées de radars, arrivaient au-dessus de Munda. Ils commencèrent à harceler la zone par quelques bombes de 227 kg, histoire de couvrir le bruit lointain de la colonne navale qui filait, invisible, dans le noir. Les projecteurs japonais fouillaient le ciel. Personne ne soupçonnait les navires qui approchaient par la mer. À 00h25, le Nashville accrocha au radar le sous-marin Greyback, exactement où on l'attendait, 2 milles au nord-ouest du cap Vangunu, Punta Vigineta. Le submersible lança un signal lumineux auquel le Nashville répondit. L'alignement était parfait. La ligne réduisit à 18 nœuds pour l'approche finale. Le secteur était parcouru de nuit par le Tokyo Express, ces rapides convois nippons. Un seul croisement avec une force de surface ennemie et tout pouvait dérailler. C'est alors que l'incident survint. Depuis le Fletcher, des guetteurs signalèrent un grand bâtiment droit devant, à environ 4000 mètres. Plusieurs officiers confirmèrent en la silhouette. Pourtant, le radar n'indiquait rien. Le commandant du destroyer vira à bâbord, tube lance-torpille prêt. Étrangement, la cible semblait se déplacer en même temps qu'eux, gardant un angle constant, un comportement impossible pour un vrai navire. Il retint le feu. Quelques minutes plus tard, le Nashville ouvrit ses pièces. Dans la nuit, les jaillissements de flammes de ses 15 canons de 150 mm illuminèrent brusquement l'horizon, et le navire disparut. On comprit l'erreur. L'équipage avait pris pour un bâtiment l'ombre projetée sur la brume par les lueurs des départs de coups. Plus tard, on apprit que les Japonais avaient été victimes du même mirage lors de bombardements contre Guadalcanal. Dans ces nuits tendues, les fantômes semblaient terriblement réels. Le Nashville reprit sa trajectoire d'attaque, 18 nœuds, cap tenu, plus près des côtes. Cette fois, les Japonais savaient qu'on arrivait. D'un coup, les 15 canons tonnèrent ensemble. Les obus, environ 60 kg la pièce, filèrent à plus de 800 mm/s, traçant des arcs incandescents dans le noir. La première salve donna long, des gerbes blanches jaillirent au large. Depuis les airs, un Black Cat transmit calmement, monté de 500, même cap. La seconde salve mordit la plage, puis la piste. Le capitaine Spanagel ordonna le feu continu. Les tourelles frappèrent en cadence. Avant, arrière, avant. Toutes les 7 secondes, 15 nouveaux projectiles écrasèrent Munda. Depuis la ligne des destroyers, on voyait 6 salves en l'air simultanément, comme une lance de feu pointée vers la terre. Les équipes de conduite de tir, imperturbables, ajustaient direction et hausse. L'observateur au-dessus de la cible confirmait « Vous les cueillez sans répit, plein sur la plage. Aucun coup à la mer. » Le motif des impacts se déplaçait avec méthode, arrosant pistes, dépôts, aires de dispersion. De petits incendies surgirent, puis d'autres, plus larges. L'artillerie japonaise tenta de répondre. Des traçantes rouges montaient, mais tombaient court. À 1h13,
le Nashville cessa le tir. Ses canons rougeoyaient. En 11 minutes, il avait tiré 853 obus. Il accéléra à 25 nœuds pour dégager la ligne et le Saint-Louis prit la suite. La première salve du Saint-Louis dépassa. La seconde fut corrigée et soudain, tout le rivage explosa. Qu'il s'agisse de ses propres coups ou d'amorces retardées du Nashville, de grands foyers s'embrasèrent près de la zone visée. On venait de toucher un complexe de stockage de carburant. Le Saint-Louis vida ses soutes sur la fournaise et depuis les airs, on confirmait un taux d'impact impressionnant. Les pièces anti-aériennes japonaises s'éveillèrent. Le ciel devint un théâtre de lumière, traçante orange des Américains qui tirèrent vers l'est, traçante rouge des Japonais montant vers l'ouest, tout cela se reflétant dans les lacs de feu des réservoirs éventrés. 10 minutes plus tard, l'Helena entra en action. Une première rafale courte, puis le rythme fut trouvé. Chaque salve semblait suivie d'un flash net. Une explosion titanesque illumina la nuit. D'après le Black Cat, l'Helena couvrit l'ensemble de Munda Point, déclenchant une détonation majeure au nord de la piste. À 1h40, les destroyers prirent le relais. Fletcher et O'Bannon déboulèrent au ras du front avec leurs canons de 127 mm, rapides, nerveux. Moins lourds, mais d'une cadence meurtrière. Leur feu balaya la plage, les abris, les objectifs secondaires. Les foyers épars se rejoignirent en une même nappe ardente. 10 minutes encore, et l'ordre tomba. Cessez le feu. 48 minutes d'enfer. Plus de 4000 obus tirés. La force se replia vers le sud, engloutie par l'obscurité. Derrière elle, Munda flambait. On crut un temps que le plus dangereux était passé. Au petit matin, vers 7 heures, la formation se trouvait à une trentaine de milles au sud des Russell. Le ciel s'éclaircissait, 4 chasseurs Wildcat de Henderson Field tournaient au-dessus en couverture. Les bâtiments filaient à 28 nœuds. Après l'intensité de la nuit, la tension retombait doucement. 2 heures plus tard, ils retrouvèrent le reste de la Task Force 67, les croiseurs Honolulu, Louisville, Columbia et le néo-zélandais Achille, plus 3 destroyers. L'ensemble devait récupérer ses hydravions. On réduisit donc la vitesse à 15 nœuds. Certains navires restèrent nerveux. D'autres se détendirent. À bord de l'Honolulu, on procéda même à des exercices de tir. C'est alors que 6 bombardiers en piqué, Aichi des 3A, des Val, apparurent. Ils arrivaient haut, environ 12 000 pieds, par le secteur de Guadalcanal. Tout le monde supposa qu'il s'agissait d'appareils amis. Le radar les avait bien détectés quelques minutes auparavant, mais rien d'alarmant. L'axe venait d'Henderson, et leurs silhouettes se confondaient dans la lumière. Un hydravion Catalina passa entre eux peu avant l'attaque, renforçant encore l'illusion. Les pilotes japonais savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Ils basculèrent en piqué, à plus de 70 degrés, avant que quiconque n'ait vraiment compris. L'Honolulu virait à bâbord lorsque les premières bombes tombèrent tout près. Une à 25 mètres sur bâbord, 2 sur tribord, projetant d'énormes colonnes d'eau autour du croiseur. Les canons anti-aériens n'eurent presque pas le temps de réagir avant que les avions ne soient déjà passés. Plus en arrière, l'Achille fut pris de plein fouet. Son équipage avait cru à une patrouille de Wildcat en losange. Ce n'est qu'au moment du piqué qu'ils réalisèrent la méprise. 3 canons de 20 mm seulement parvinrent à tirer. Une bombe frappa la tourelle numéro 3. L'explosion fut terrifiante. Une plaque d'acier d'1 pouce s'arracha et vola vers la mer. Une autre se redressa, tourna sur elle-même et retomba sur la tourelle. 9 hommes périrent sur le coup. Une mitrailleuse resta pendue au plafond fendu par un seul boulon. Louisville et Columbia ripostèrent avec une DCA nourrie. Le Louisville toucha un Aichi à environ 700 mètres. L'appareil se disloqua et s'abîma. Un autre plongea par l'arrière pour mitrailler, mais fut repoussé par le 20 mm. Les bombardiers restants visèrent le Saint-Louis et l'Helena, plus loin, à plus de 3500 mètres. Les 2 croiseurs dressèrent une muraille de feu. Un des avions ennemis largua sa bombe sans précision. Elle tomba près du Saint-Louis. Un autre fut abattu par l'Helena. L'Obannon signala 5 appareils en flammes, engloutis par la mer. 6 minutes. L'attaque n'avait duré que 6 minutes. Le feu brûlait sur la tourelle de l'Achille, mais les équipes de lutte l'étouffèrent rapidement. Le navire resta dans la ligne, sans perdre de vitesse. Le 8 janvier, la force regagna Espiritu Santo
avec la sensation d'une victoire. Munda avait flambé et les retours des observateurs aériens étaient enthousiastes. L'amiral Ainsworth écrivit, confiant, que les rapports Catalina confirmaient le succès. Puis arrivèrent les nouveaux clichés de reconnaissance. 18 heures après le bombardement, des chasseurs japonais volèrent déjà depuis Munda. La piste brillait des reflets de plaques fraîches posées à la place des cratères. Les aires de dispersion semblaient remises, les batteries anti-aériennes rallumées. 4000 obus. Des frayeurs, des mirages, un aller-retour au cœur des eaux ennemies, pour n'arracher que quelques heures de répit. Et, plus inquiétant encore, les Japonais étendaient leur emprise. À la mi-janvier, ils avaient presque fini un second aérodrome à Villa Stanmore, de l'autre côté du golfe de Kula. 2 bases reliées, 2 épines pointées vers Guadalcanal. Les raids continuèrent. 90 missions menées contre Munda en un mois n'y firent rien. Les stocks de corail, de plaques d'acier et d'engins de terrassement, disséminés dans la jungle, permettèrent de remettre la piste en état en 4 heures à peine. Du côté américain, on finit par l'admettre, les bombardements navals ne causent que des dégâts éphémères sur une telle infrastructure. Une vérité dure, mais nette. Pendant ce temps, les Japonais ravitaillaient chaque nuit, par barge, hommes et matériel. En décembre, des observateurs alliés comptèrent 28 barges au sein d'un seul convoi. La garnison sur l'île de Villa gonfla de 400 à 4000 hommes. Le 19 janvier tomba un nouvel ordre. Frapper Villa Stanmore, perturber les routes, freiner l'élan ennemi. Ainsworth rassembla une force plus légère. 2 croiseurs, Nashville et Helena, et les destroyers Nicholas, de Haven, Radford et O'Bannon. Le golfe de Kula, étroit et dangereux, devenait une souricière potentielle. Le 1er mai eut lieu le dernier gros bombardement. 15 navires tirèrent 10 000 obus en 1 heure. Munda se remit à flamber. Un drame, toutefois, toucha le Nashville. Une explosion interne, due à une inflammation prématurée dans une tourelle, fit des morts et des blessés. Malgré tout, le feu continua. Parallèlement, des destroyers mouilleurs de mines posèrent 252 mines le long de 8400 yards de côte. 48 heures plus tard, 3 destroyers japonais y laissèrent leurs coques. À l'aube, l'aviation ennemie retrouva la flotte. 102 chasseurs américains s'élancèrent à leur rencontre. 17 appareils adverses furent abattus, pour 5 pertes américaines. Le bilan tomba, froid. Un bombardement de cette ampleur, mené pour harceler, ne justifie pas l'énorme dépense de 10 000 projectiles. On avait raison. Quelques heures à peine après le fracas, les 2 aérodromes étaient de nouveau en service. Il ne restait qu'une issue. Des hommes à terre. Le 2 juillet 1943, les forces américaines débarquèrent sur New Georgia. 5 semaines de combat dans la touffeur de la jungle, la maladie et une défense acharnée. Le 5 août, les troupes prirent enfin Munda. L'aérodrome qu'aucune bombe, ni du ciel ni de la mer, n'avait pu réduire au silence, fut conquis à pied, mètre par mètre. 2 semaines plus tard, des avions américains décollaient à leur tour de cette même piste. Une campagne longue et coûteuse venait de s'achever.